gouvernement tchadien a affirmé le 5 janvier au soir dans un communiqué avoir déjoué une tentative de déstabilisation visant à porter atteinte à l'ordre constitutionnel et aux institutions de la République. Ce plan a été élaboré donc par un groupe restreint de conspirateurs composé de 11 officiers de l'armée, avec à sa tête le nommé Baradine Berdei Tadgio, le président de l'Organisation tchadienne des droits humains. C'est ce qu'a assuré le gouvernement, précisant que les services de sécurité avaient procédé à leur interpellation à partir du 8 décembre 2022. Eh bien, pourquoi cette tentative de prise de pouvoir par les armes? Quelles sont les motivations des putschistes? Et même plus loin, qui en veut au pouvoir de transition dirigé par le général Mohamed Idriss Déby Itno? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bienvenue mesdames et messieurs à la dernière édition du point sur l'actualité cette semaine. Eh bien, vous l'avez compris, nous parlons du Tchad. Ce pays qui nous intéresse tant a vécu, selon le communiqué du gouvernement rendu public, une tentative de prise de pouvoir par les armes. C'était donc en décembre, plusieurs arrestations dont 11 officiers et le président de l'Organisation tchadienne des droits humains présenté comme le cerveau de ce putsch. Qui en veut au pouvoir de Mohamed Idriss Déby Itno, le général? En tout cas, cette question vous est posée et vos réponses sont bien attendues. Vous nous suivez sur la 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs, et même la radio satellitaire est en marche puisque le satellite Eutelsat vous permet de nous recevoir sur vos petits écrans. Quant à Facebook et YouTube, ils accueillent les internautes. Et de l'autre côté, nombre d'entre vous ont téléchargé l'application Foyo Media Africa sur Play Store et tout cela nous honore. Pour en parler donc, nos invités, ils sont deux. Sur le plateau central, le consultant permanent de l'émission, Jonathan Batengeni. Joe, bonsoir. Bonsoir, Bassim Mohamed. Bonsoir à tous les téléspectateurs, tous les panafricanistes convaincus, convaincants, ceux-là qui mènent le combat sur le terrain et qui le rendent concret. Bonsoir à tous les techniciens qui abattent un travail d'orfèvre, à notre éminent copanéliste que vous allez présenter. Il est aujourd'hui de l'autre côté, en Zoom. Nous lui adressons un salut particulier, beaucoup d'honneur à sa différente personnalité. Bonsoir à tout le personnel For You, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense. Et comme depuis fin décembre, nous élargissons à toutes les forces de défense en Afrique et dans le monde qui luttent d'arrache-pied contre le terrorisme et pour la préservation de la véritable liberté humaine. Vous comprenez, quand on dit véritable liberté humaine, c'est qu'il y a des militaires qui se battent pour l'établissement d'une dictature mondiale. Ceux-là se battent pour le mauvais combat. Donc, nous saluons tous ceux-là qui tombent sous les balles pour la défense de l'humanité. Nous réitérons notre demande de libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur Edith Puchéry-Ballet. Elle est embastillée en Côte d'Ivoire pour avoir découvert une affaire de mercenariat d'État où le chef de l'État, le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara, utilise les passeports ivoiriens pour faire transiter des mercenaires dans la sous-région, notamment des mercenaires français. En le cas d'espèce, ils sont 30 dans un groupe de 49, de 50 qui étaient allés commettre un forfait au Mali. Ils ont été arrêtés et Edith Puchéry-Ballet, puisque la communication annonçait que c'était des mercenaires ivoiriens, des militaires ivoiriens, elle est allée s'enquérir de la situation et jouer de son entre-gens pour leur libération. Malheureusement, cet esprit maternaliste lui a valu d'être arrêtée parce qu'elle a découvert la vérité. Demandons sa libération inconditionnelle et sans délai. C'est une injustice, c'est une forfaiture. Edith est innocente. Edith est accusée de manière fantaisiste. Edith, courage, courage, courage. Toute l'Afrique, tous les panafricains sont avec toi. Cette vérité que tu as découverte
sera martelé une fois. Même s'ils te retiennent, cette vérité sera connue. Bientôt, tu seras libre comme ton pays, ton peuple, la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Merci à vous, Jonathan Batengene. Libération d'Edith Purcheli Ballet. En tout cas, on en parlera jusqu'à ce que justice soit faite. Vous avez dit notre invité de l'autre côté. Eh bien, les téléspectateurs le connaissent très bien. C'est notre géostratège qui n'est autre que Charlie Keye. Bonsoir, Charlie. Bonsoir, mon frère et ami Bachir. Bonsoir à votre illustre consultant permanent, mon très cher frère Jonathan Batengene, que je salue avec toute mon amitié, toute ma sympathie et bien sûr toute ma reconnaissance pour le travail magnifique qu'il a de l'autre côté de la capitale économique du Cameroun. Je salue vos techniciens par qui nous pouvons mettre le Parlement. Je salue le top management de la télévision Fondou Média. Il faut rappeler que tout récemment, ce top management nous a fait chaud au cœur. Vous savez, depuis que nous sommes engagés dans ce combat, très peu parfois de médias reconnaissent ou alors saluent les engagements et même le travail que nous abattons. Ce n'est pas forcément financier parce qu'on aime souvent le dire. Si nous étions férus d'argent, je crois que nous tous aujourd'hui nous serons milliardaires. Oui. On ne saurait compter le nombre de propositions qui nous ont été faites par ceux que vous connaissez bien. Parce que autant je le dis que vous les connaissez aussi. Nous connaissons très bien les propositions qui nous ont été faites de nature à abandonner ce combat pour justement embrasser cet argent. Mais à quel prix? L'amour que nous avons pour ce continent, l'amour que nous avons pour l'humanité, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter avec de l'argent. Donc, comme je disais tantôt, nous saluons le top management de For You Media qui a pris sur elle le soin d'inviter justement tous ces panélistes et que ceux qui nous suivent ont l'habitude de voir à travers le petit écran. Ils sont tellement nombreux qu'on ne saurait les citer ici. Surtout que rappelons que le combat panafricaniste est un combat qui est porté par bien de médias, mais à la différence des autres, le top management de For You Media a pris sur lui, pardon, autant pour moi, de nous rassembler en une salle, de nous faire parler, de nous écouter, de rire, de blaguer, de jouer, de s'amuser, de se découvrir. Ce qui nous a vraiment fait un choc, sans compter les petits paquets qui nous ont été remis. D'ailleurs, je crois que bon nombre parmi nous ont relayé l'information sur les différentes pages, vous m'avez compris. Donc, je salue ce top management pour dire, c'est pas une question d'argent, mais c'est une question de fraternité. Vous savez, le combat qui nous unit aujourd'hui est tellement fort que les liens que nous partageons ensemble dépassent de loin le cadre familial, le cadre sanguin. C'est-à-dire que croire que parce que nous ne soyons pas sortis d'un même ventre, peut nous amener aujourd'hui à ne pas voir l'autre comme étant son frère. Non, les objectifs que nous partageons ensemble, l'amour que nous avons ensemble de ce combat fait en sorte que nous sommes bien plus des frères. Et For You Media a décidé de nous mettre ensemble, nous savions ça. Personnellement, je salue ça. Je salue également tous nos millions, voire bien tous nos milliards de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Une fois de plus, c'est un honneur pour moi d'être à vos côtés. Bien, merci en tout cas Charlie et au nom de tout le top management de For You Media, nous vous remercions également. J'avoue que nous sommes un tout petit peu jaloux de votre décor, hein. Il est très beau en tout cas et raison pour laquelle on va d'ailleurs commencer cette thématique par vous Charlie. On a appris comme toute la galaxie panafricaine qu'il y a eu une tentative de coup d'État au mois de décembre du côté du Tchad. Alors les autorités l'ont confirmé dans un communiqué. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Déjà il faut rappeler, comme vous l'avez si bien dit, ce sont des procédés qui sont connus, à qui on sait. Sauf que le problème ici, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, on parle là d'un coup d'État qui a été avorté, je crois, pratiquement depuis le 8 décembre 2022, à laquelle auraient participé 11 officiers de l'armée. Et lorsqu'on parle de 11, on ne doit pas parler de simples militaires, on nous a parlé des officiers. 11 officiers de l'armée. Les informations qui nous parviennent aujourd'hui démontrent à ce fait que sur les 11 officiers, apparemment 9 auraient déjà été radiés des forces armées. Mais le mal dans ça, c'est que vous avez un personnage de la société civile qui plus est,
président de l'Organisation tchadienne des droits de l'homme, qui justement serait le maître à jouer de ce complot contre les autorités tchadiennes. Premièrement, ça démontre une chose, c'est que malgré le scepticisme que nous avions posé à la personne du président de la transition, il est fort de constater que probablement celui-ci serait en train d'agir dans l'intérêt du peuple tchadien. Peut-être ce n'est pas encore visible, mais on a comme l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se faire en douce, qui véritablement nuiraient aux intérêts d'un certain nombre de puissances représentées sur le sol tchadien. C'est la première. La deuxième également, cela montre le jeu incestueux, le jeu trouble aujourd'hui que représente ce qu'on a l'habitude d'appeler les organisations de défense des droits de l'homme sur le sol africain. Rappelez-vous que j'ai à maintes reprises crié sur la plupart de ces organisations à l'échelle africaine qui en réalité servaient d'organes de relais, non pas pour des fins humanitaires et sociales, mais beaucoup plus à des fins politiques, parce qu'on avait comme l'impression qu'il s'agissait là des caisses de résonance occidentales de nature à véritablement mettre à mal nos États. Et parfois, ces organisations de défense des droits de l'homme jouaient un peu le rôle comme une épée de Damoclès qui était posée sur la tête des États ou des chefs d'État africains qui avaient des velléités un peu trop souverainistes, un peu trop autonomes. Et troisièmement, ce coup d'État également nous renseigne à suffit que le Tchad aujourd'hui est une terre d'affrontement entre bien des puissances. Je puis vous rassurer que s'il est vrai que personnellement, à mon sens, parce que quand on voit la pratique, quand on voit même ce qui est en train de se faire, parce qu'Amnesty International, il y a pratiquement quelques heures réclamait la libération de ce militant des droits de l'homme, entre guillemets, qui en réalité était terroriste. Parce que lorsqu'on vous parle de la saisine qui a été faite, on vous fait savoir qu'il y a du matériel militaire qui a été retrouvé, on vous fait savoir qu'il y a des engins ou alors des appareils de communication militaire, parce que lorsqu'on parle de base, des appareils de transmission, la transmission c'est le jargon militaire, c'est la communication orientée dans le domaine militaire. Donc lorsque le matériel de transmission est retrouvé chez des personnes en réalité qui devraient militer pour les droits de l'homme, vous comprenez, il suffit que nous sommes dans un complot bien ourdi, surtout que ce n'est pas du matériel bon marché, vous n'allez pas l'acheter au marché de N'Djamena, vous n'allez non plus pas l'acheter au marché de Yaoundé ou bien de Douala, non, c'est du matériel importé, c'est du matériel de qualité, c'est du matériel militaire. Et ça démontre à suffit que forcément il y aurait eu un tapis des forces étrangères derrière ce conflit-là. Pour ma part, je vais parler vite en besogne, surtout qu'il y a c'est un dossier qui est en cours du côté de la justice tchadienne, mais le procédé, le modus operandi, les mécanismes nous démontrent à suffit que, et quand on met en ça le contexte géopolitique actuel, on comprend très bien que vous avez un État très puissant qui s'appelle les États-Unis, qui sont en train de véritablement reprendre les parts de marché français sur le tchadien, qui sont justement en train de vouloir reconquérir tout ce qui était possession française par le passé, et qui ne veulent plus laisser la France sous-traiter un ensemble de biens et de services sur le sol africain. Et d'un autre côté, vous avez également la France qui ne veut pas lâcher main, qui continue par un certain nombre de basses manœuvres à imposer sa volonté sur le sol africain, principalement sur le sol tchadien. Et d'un autre côté, vous avez également la Turquie et le Qatar. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, aujourd'hui, la Turquie et le Qatar se plaignent parce que pour eux, ils n'ont pas été récompensés à leur juste titre pour avoir indirectement participé à l'assassinat, il faut le dire ainsi, du maréchal Idriss Déby. Et la Turquie et le Qatar sont fortement présents en Libye. La Libye également qui est un État frontalier avec le Tchad, et on sait très bien que aujourd'hui, la plupart de ces puissances, que ce soit les États-Unis ou encore la France et même le Qatar avec la Turquie, qui aujourd'hui contrôle véritablement la Libye, et les rebelles qui, depuis la Libye, continuent d'attaquer le Tchad, sont en train de manœuvrer en douce pour que justement un certain nombre d'extractions gazières leur soient réunies. Je parle ici du site gazier d'Aoudou, dans le nord du Tchad. Donc il y a des enjeux géoéconomiques, il y a des enjeux géostratégiques qui font en sorte que le Tchad aujourd'hui est un terrain d'affrontement de puissance où véritablement, par un certain nombre de basses manœuvres, on essaie d'instrumentaliser le peu
de personnes qui sont manipulables de nature à véritablement renforcer le régime en place. Mais je continue de dire, pour moi, depuis toujours, j'ai toujours été sceptique de la transition qui est dirigée aujourd'hui par le fils d'Ebi. Mais je crois que quand on analyse un peu la situation, on comprend que aujourd'hui serait le moindre mal pour ce pays. Parce que si d'un autre côté, on sait très bien que Succès Masra, de l'autre côté de la France, récemment avait été invité au salon des armes, où un ensemble de promesses lui avait été fait d'ailleurs. On avait vu comment les images avaient circulé en boucle sur la toile où il se félicitait de tester un ensemble de fusées d'assaut de dernière génération. D'un autre côté, on sait très bien que ces liens avec l'ambassade de France sur le sol tchadien se faisaient par l'entremise d'un certain nombre d'officiers de l'armée. Je ne sais pas si ce sont ceux aujourd'hui qui sont détenus par la justice tchadienne, mais tout démontre à suffit que la puissance étrangère qui est derrière le coup d'État manqué au Tchad, justement, serait en train de batailler à douce pour ne pas véritablement perdre le Tchad, parce que d'un autre côté, vous avez des puissances beaucoup plus fortes qui sont fortement positionnées. Je parle ici des États-Unis parce que l'invitation du président de la transition tchadienne au sommet États-Unis-Afrique n'était pas fortuite, surtout qu'il entrait dans le cadre de ceux qui ont été interdits. Je parle ici du Burkina Faso et du Mali, où les présidents de transition également n'ont pas été invités, soi-disant parce qu'ils ne respectaient pas les droits de l'homme, ils étaient anticonstitutionnels. Pourtant, le président tchadien était dans la même logique, mais pourtant, lui, il a été invité. Ça démontre à suffit que les États-Unis ont un intérêt particulier avec ce pays-là, et la France ne pouvant laisser les choses se faire. D'un autre côté, le Qatar et la Turquie, présents en Libye, désiraient également de vouloir reprendre la main parce que pour eux, des promesses ou alors les récompenses qui leur seraient dues n'auraient pas été données à juste titre. Le Tchad aujourd'hui est une bataille géopolitique entre des grands de ce monde qui nous oblige aujourd'hui à avoir une certaine lecture vis-à-vis de ce pays-là et à véritablement interpeller les autorités à arriver au fond des enquêtes de nature à permettre à ce que cette transition qui, ma foi, depuis bien de temps pour moi, avait été perçue comme inefficace. Je crois qu'aujourd'hui, je suis en train de revoir mes positions. J'ai comme l'impression que le président, ou alors Maman Dizedefis, est le meilleur man pour ce pays-là parce que les forces qui travaillent en douce pour son éviction démontrent à suffit que le projet que celui-ci porte pour son pays, peut-être, je dis bien peut-être, pourrait être salvateur pour le peuple tchadien. Voilà un peu ce que je peux dire pour ma première lecture sur cette situation. Dégager un certain nombre d'angles de traitement. Jonathan Batenguini, alors, votre lecture de cette annonce du gouvernement tchadien? C'est une annonce qui nous dit à quel point le dossier tchadien est très sensible et aussi très délicat. Nous ne cessons de le dire. Si Mahamat n'est pas encore directement lié à une puissance, il est sous l'influence des puissances. Parce que ces puissances tiennent les coudées, tiennent le jeu politique tchadien. Et c'est bien parce que mon frère Kenyé a planté le décor quand il a parlé des États-Unis. Pour voir le rôle des États-Unis au Tchad, il faut remonter à la découverte du pétrole. Doba. Les gisements de Doba. Sous Tombalbaye. Tombalbaye était, selon ce que nous avons pu comprendre, Tombalbaye a été un moment favorable à ce que les États-Unis co-exploitent le pétrole du Tchad, ce que les Français insupportaient. Et les Français vont tout faire pour renverser Tombalbaye. Et il y avait un mouvement indépendantiste, un peu sur le modèle de l'UPC, même si plusieurs combattants de ce mouvement se sont retrouvés à lutter contre l'UPC au Cameroun. C'était le Frolinat, Front Libération Nationale du Tchad, qui, lui, est allé chercher secours au niveau de la Libye. Et nous sommes encore en train de travailler dessus. C'est un travail qui sera publié. Nous espérons que cette année 2023, nous aurons assez de force pour publier tous ces travaux.
La grande question c'est, et si la bande d'Aouzou n'avait jamais été une prétention libyenne? Parce que le Frolinat va trouver refuge, Sengukuni Wedei, il va trouver refuge, il va trouver ses soutiens chez Kadhafi, jeune colonel qui vient de prendre le pouvoir en Libye, qui va l'épauler militairement et ils vont passer des transactions. On va s'en tenir là. On remonte donc parce que l'époque de Goukouni est très importante. Hissène Habré, qui arrive au pouvoir en 82, oui, en 82 à la suite d'un coup d'État, Hissène Habré bénéficie du soutien des Français d'abord, mais ensuite, pour plier la bataille entre les forces armées libyennes et les forces armées tchadiennes, il va bénéficier du soutien des États-Unis. Hissène Habré avait une vision un peu plus multilatéraliste. Et c'est cette vision multilatéraliste qui va lui valoir le désamour de la France. D'ailleurs, le coup d'État contre Hissène Habré, perpétré par le maréchal, à l'époque, il était patron de l'ANS, service de renseignement. Le coup d'État sera épaulé par les services secrets français. Mais figurez-vous une chose, la première tentative de coup d'État sera éventrée grâce au service secret états-unien, la CIA. C'est la CIA qui donne des informations à Hissène Habré qui vont lui permettre d'échapper au premier coup d'État. Et c'est l'ambassadeur des États-Unis qui va aller le chercher, je crois, c'est dans la ville de Tillabéri, au congrès des fans du parti qu'il avait créé, je crois, c'est les Forces armées du Nord, je crois bien. Je peux me tromper à ce niveau, mais c'était quelque chose comme ça, ce parti politique. C'était au congrès. C'est l'ambassadeur des États-Unis qui va le tirer d'affaire. Coup d'État préparé par les Français de l'opération Épervier et qui devait être réalisé sur le terrain par le patron des services de renseignement Idriss Déby et son cousin et son oncle. D'ailleurs, à la suite de cette opération, son oncle va décéder, Mohamed Inno, père son âme. Également, son cousin sera blessé, celui dont il a baptisé l'aéroport, Hassan Diabous. Oui. Il sera blessé. Donc, les États-Unis et la France ont toujours eu un contentieux sur le Tchad. Et tout porte sur, quand vous regardez la dynamique du conflit tchadien, ça porte sur le contrôle des immenses réserves à la fois de pétrole, mais il ne faut pas que voir le pétrole. Il y a aussi les réserves d'uranium dans le Tibesti. Parce que les montagnes du Tibesti sont d'importants gisements d'uranium. Donc, les États-Unis et la France se sont toujours bagarrés sur le Tchad. Et la géopolitique autour du Tchad, entre les deux pays, les a amenés à avoir une autre politique étrangère avec les pays voisins. Pour les États-Unis, c'est une hostilité permanente avec la Libye parce que la Libye a soutenu les indépendantistes nationalistes. La France également, c'est la Libye l'adversaire absolu.
Le Soudan, c'est par contre le pays utilisé pour les déstabilisations du Tchad. Pourquoi? Parce que au Soudan, les autorités ont longtemps joué un mauvais jeu avec l'Occident, parfois copains, parfois ennemis. Et ça dépendait. Avant la première guerre du Golfe, c'est-à-dire en 89, lorsque justement Hissène Habré est chassé du pouvoir, la France, qui voyait d'un mauvais œil la guerre du Golfe parce qu'elle avait des intérêts en Irak, elle faisait de gros revenus sur l'Irak. C'était des raisons économiques, beaucoup moins qu'humanitaires, beaucoup plus qu'humanitaires. Et donc, la France s'est sentie obligée de soutenir le Soudan face aux sanctions des États-Unis. Et inversement aussi, lorsque les États-Unis veulent faire pression sur la France au niveau du Tchad, utilisent parfois les autorités soudanaises. Donc, la géopolitique au niveau du Tchad, il y a toujours les États-Unis et la France qui se bagarrent. Aujourd'hui, ceci se fait dans toutes les sphères du pouvoir. Vous avez un opposant comme Success Masra, qui est une construction du State Department. Nous avons déjà développé ici les accointances entre Success Masra et le State Department. On a la signature du State Department via l'ambassadeur des États-Unis au Tchad lors des dernières manifestations qui étaient une révolution de couleur. On a au niveau de l'opposition tchadienne plusieurs personnalités qui sont proches à la fois non proches du Quai d'Orsay et qui font davantage pression. On a la rébellion du FAC qui est partagée entre les pro-France et aujourd'hui une bonne partie qui souhaite revenir dans le pays parce que la rébellion du FAC s'est partitionnée. Ceux qui pensent aujourd'hui qu'il faut faire avec le pays, il y en a de plus en plus. Oui. Et on a une société civile qui est désormais acquise à la cause des États-Unis. Et cette société civile est toute connectée au parti de Success Masra, les transformateurs, via une alliance qui s'appelle Wakitama. C'est-à-dire ce mouvement qui fait pression sur le pouvoir tchadien. Alors, pour ce qui est de M. Targuio, M. Targuio a créé son organisation en 2006, mais son organisation, c'est ça qui est intéressant, fait partie du réseau des organisations de lutte contre la torture, qui est lié au réseau de la Fondation Ford, qui est la fondation même qui a le plus d'influence aux Nations Unies et qui fait passer le plus de résolutions aux Nations Unies dans le cadre de ce qu'ils appellent la lutte contre toute forme de torture. Oui. Mais en fait, la Fondation Ford est un instrument du State Department et de la CIA pour la diplomatie d'influence des États-Unis. Donc, M. Berdey Targuio appartient à ce réseau-là. M. Berdey Targuio bénéficie également du soutien, ça est en connexion directe, d'Amnesty International, qui est une ONG proche de l'Open Society de George Soros. D'ailleurs, en 2020, ce n'est pas la première fois, en 2020, il a été arrêté parce qu'il avait publié des fausses informations sur l'état de santé du président Idriss Déby, nos paix à son âme, et nous lui rendons un vibrant hommage pour son engagement panafricaniste. Donc, il a publié de fausses informations et il est allé en prison où il a fait 1 an et demi. Pendant ces 1 an et demi, tous ceux qui le soutenaient, c'est aujourd'hui l'essentiel des gens qui se retrouvent dans la formation, dans le mouvement Wakitama. Et à l'international,
son combat a été relayé par Amnesty International. D'ailleurs, tout à l'heure, mon frère Kenya a très bien fait de rappeler que c'est Amnesty International qui réclame davantage sa libération. Donc, c'est aujourd'hui la preuve que les États-Unis manifestent un intérêt particulier pour le Tchad. Et pourquoi le Tchad? La France vient de perdre pied au niveau du Mali, qui était le pays le plus important dans le contrôle du Sahel. Oui. La Turquie, avec la bénédiction des États-Unis, parce que la Turquie, c'est quand même un pays de l'OTAN et qui fait malin dans les deux camps, la Turquie a réussi à prendre pied au niveau de la Libye. Les États-Unis ont envie d'avoir un certain contrôle à la fois du Sahel et du Golfe de Guinée. Avec une ouverture sur l'Afrique du Nord. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis se disent certainement que dans la perspective où ils ne peuvent pas prendre pied au Cameroun, où leur position au niveau du Niger est très enclavée, ce qu'il leur faut dans les étapes, parce qu'ils voient ça comme un ensemble d'étapes qui vont se réaliser, il faut à tout prix qu'ils contrôlent le Tchad. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec l'armée tchadienne, on peut facilement se déployer à la fois sur l'Afrique centrale et sur l'Afrique de l'Ouest. Donc le Tchad devient pour eux un enjeu stratégique important. Ce que la France a perdu sur le Mali, eux, ils compteraient gagner cela sur le Tchad. Et aujourd'hui, ils activent au Tchad un ensemble de dynamiques qui montrent que, effectivement, c'est la CIA qui est aux commandes. Ces dynamiques, c'est les dynamiques de sécession. Nous répétons encore, parce que les autorités tchadiennes peut-être le prennent à la légère, il existe aujourd'hui au Tchad au moins 3 foyers dormants de sécession. 3 foyers dormants qui potentiellement pourraient éclater au jour et faire imploser le Tchad. Ces foyers, vous avez la rébellion du FACT, qui aujourd'hui est un gros potentiel pour la sécession. Vous avez les rebelles, vous avez les transformateurs de Success Masra qui, depuis un certain temps, commencent à parler de self-defense, de l'autodéfense, commencent à parler d'envisager les principes comme l'autodétermination. Et vous avez d'autres mouvances qui sont dormantes. C'est des foyers de sécession actifs. Or, regardez l'histoire géopolitique dans le monde. La majorité de pays où il y a eu les sécessions, c'est la signature de la CIA. Quand vous regardez les pays où les sécessions ont abouti, c'est la signature de la CIA. Donc aujourd'hui, et nous réitérons cet appel, le président Mahamat, il est un général. Le pays est dans une situation délicate. Nous comprenons que cette situation a déjà coûté la vie à plusieurs pays, à plusieurs présidents. Tombalbaye, Hissène Habré a fui le pays. Les Ngoukouni, les Maloum, tous ont perdu le pouvoir pour les mêmes questions. Les disputes France, États-Unis sur le territoire tchadien. Mais lui... Mais les deux géants, ils arrivent toujours quand même à s'entendre à un moment donné de l'histoire. Le problème, c'est qu'au Tchad, quand vous discutez avec les hommes politiques tchadiens, le Tchad, les Tchadiens ne contrôlent pas le Tchad. C'est le paradoxe. C'est que les Tchadiens ne contrôlent pas le Tchad. Par exemple, sous l'ère du maréchal Idriss Déby, qui a eu un engagement panafricaniste vers la fin de son pouvoir, sous l'ère d'Idriss Déby, c'est la France qui a fait la pluie et le beau temps.
Souvenez-vous de la rébellion des frères Erdimi. Ils sont arrivés au port du Palais. Et les hélicoptères 2008. qui ont... En 2008, voilà. C'est les hélicoptères qui ont commencé à bombarder en plein N'Djamena, les hélicoptères de la force française. Donc, il y a une absence de contrôle. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, il y a un général qui soit jeune, qui ait l'expérience, qui même matériellement, on ne peut pas dire qu'il est influençable. Il a grandi dans une certaine opulence. Il a un certain confort de vie depuis qu'il est lui-même dans l'armée. Il est général. Il a déjà côtoyé toutes sortes de missions, qu'elles soient dangereuses ou opulentes. Mais pourquoi, avec ce général, le Tchad n'arrive pas à opérer sa propre mue? Mais est-ce que le général Mahamat aujourd'hui a quand même tous les moyens de sa politique, cher Batengeli? Les moyens ne viendront pas de Mars. Ce n'est pas après une prière, par exemple, quand il va faire sa prière du matin, comme ça, il va aller, il va dire, bon, je commence par ma prière de 5 heures, et après, dès qu'il va finir la prière, les moyens vont arriver. Non. C'est lui qui doit se doter de ces moyens. Le premier moyen, c'est la volonté politique. La volonté d'indépendance. L'indépendance ne naît pas chez un individu qui l'attend. C'est un individu qui va l'accueillir. C'est à lui d'opérer cette mue. Il doit manifester une volonté d'indépendance. Son père l'a fait. Nous le répétons toujours, son père l'a fait. On peut nous dire, nous objecter que oui, avant il y avait beaucoup de tueries, il a fait ceci, il a fait cela. C'est vrai. Mais à un moment, il a manifesté une volonté d'indépendance. Il a commencé à poser des actes. Il a posé des jalons pour une indépendance. C'est ce que le jeune général doit faire. Avant de mourir, on sait aujourd'hui qu'il avait sur sa table le dossier du départ de la base militaire française de N'Djamena. Voilà les dossiers urgents. S'il s'engage sur cette voie, les autres moyens viendront d'eux-mêmes. La légitimité populaire qui est très importante pour devenir un peu comme Assimi Goïta de l'autre côté. Le soutien médiatique, les télévisions, les médias panafricanistes lui seront acquis. Et puis une classe politique courageuse ainsi que des militaires audacieux. Très bien. Qui ont envie eux aussi de tenir leur pays par eux-mêmes et non plus le tenir par procuration. Très bien. Merci Jonathan Batengeli. À ce niveau, je vais reprendre la parole pour aller vers Charlie Kenyé justement sur le cas des militaires. Charlie, est-ce que le fait qu'on retrouve 11 officiers quand même parmi les putschistes ne révèle pas la cassure qu'il y a au sein de la Grande Muette? Batengeli a dit quelque chose de pertinent, je vais revenir dessus et vous allez comprendre le lien avec les militaires. Oui. Vous savez, le Tchad c'est un pays sensible. Au Tchad, la politique généralement se fait par les armes. Prenez le cas de tous les hommes politiques tchadiens que vous voulez, tous. C'est-à-dire que pour s'asseoir à une table politique au Tchad, il faut avoir un groupe rebelle quelque part. Vous n'avez qu'à voir la rencontre qu'il y a eu à Doha. La plupart des hommes politiques qui arrivaient là-bas, ce sont des gars qui avaient des groupes rebelles et milices quelque part armés. Si ce qu'on dit ne les arrange pas, eh bien, ils rentrent continuer la rébellion. La politique au Tchad se fait par les armes. Et c'est un problème. Et il y a une autre chose, c'est que la plupart des hommes politiques tchadiens sont des Français. C'est une réalité absolue. La France contrôle la société, le jeu politique tchadien. La plupart de ces gens-là, vous verrez qu'ils ont des maisons en France. Le leader du FAC est un membre du Parti socialiste français. La plupart des hommes politiques tchadiens sont des Français à part entière. D'ailleurs, ils vivent en France. Ils ne viennent qu'au Tchad lorsqu'il y a campagne électorale ou bien quand il faille battre les élections, il faille battre campagne pour les élections électorales ou bien d'autres choses. Ils ne sont pas des Tchadiens. Or, quand on voit ce qui est en train de se faire aujourd'hui, et c'est là où quand Jonathan Batengeli vous disait sous l'aide du maréchal, la France n'était pas aussi active comme c'est le cas aujourd'hui. Tout simplement pourquoi? Parce que clairement le maréchal aussi laissait faire. Le maréchal lui-même de son vivant reconnaissait que dans l'exploitation du pétrole tchadien, la France ne reversait que 3% à l'État tchadien. C'est-à-dire que le Tchad n'avait que 3% de son pétrole. Donc pourquoi est-ce que la France devrait s'inquiéter ou alors devrait mettre en mal ce chef d'État, puisque quelque part tout était à leur avantage? Le fait est qu'aujourd'hui, et j'insiste dessus, il y a une bataille, je crois que Batengeli encore le rappelait brièvement avec le cours d'histoire qui nous a servi.
il y a une bataille géopolitique entre la France et les États-Unis sur le territoire tchadien. Et lorsqu'on voit les mécanismes qui sont activés aujourd'hui, j'insiste encore, c'est similaire à ce qui s'est passé au Soudan. Vous savez qu'au Soudan, on a activé une société civile qui était très proche de l'Open Society de George Soros pour mettre à mal le pouvoir soudanais qui est contrôlé aujourd'hui par le général Al-Fatah, qui est un ancien proche, ou alors qui est un proche de la Fédération de Russie. D'ailleurs, il a fait ses classes en Yougoslavie, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien les dignitaires militaires russes et le haut commandement russe. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dû activer la société civile par le biais d'un ancien médecin qui a fait ses études du côté des États-Unis. On a soulevé une société civile pour renverser le pouvoir. On a instrumentalisé un certain nombre de militaires pour faire un coup d'État et ça n'a pas marché. C'est le même schéma qui est en cours aujourd'hui avec le Tchad. Les États-Unis savent fortement qu'il est très difficile parce que la France a une emprise très forte encore à toutes les échelles de la société tchadienne, c'est-à-dire que dans la politique, dans l'économie, d'ailleurs que c'est eux qui détiennent la monnaie de ce pays-là, comme de bien d'autres pays d'Afrique, dans le jeu politique, dans l'économie et même dans la société civile. Sauf qu'aujourd'hui, il y a comme un détachement de ces sociétés civiles à la cause française qui se rapproche beaucoup plus de la cause américaine à travers justement le déroulé que Jonathan Bating vous démontrait tout à l'heure. Quand on voit le mouvement Wakitama qui est véritablement très proche des réseaux de la CIA, avec les transformateurs, très prochement des transformateurs, qui sont les mêmes qui avaient claqué la porte lors du grand dialogue du côté de Doha. On sait très bien que Succès Mara aujourd'hui est en train lui-même de jouer au chat et à la souris parce que un temps il est à l'ambassade de France, il fait des consignes. D'un autre côté, il est invité par le salon de l'armement américain, par les officiels américains. Donc il y a une bataille géopolitique aujourd'hui au Tchad qui fait en sorte que s'il est vrai que la classe politique est acquis à la cause française, la société civile aujourd'hui est en train de se rapprocher de la cause américaine. Et le déroulé qui est en cours justement, qui a entraîné à ce coup d'État déjoué, nous rapproche un peu du schéma qui s'est passé avec le Soudan, je le rappelais encore tout à l'heure. Donc, il est impératif aujourd'hui pour le président tchadien de véritablement savoir sur quel levier s'appuyer. Je le dis encore. Lorsque celui-ci prend le pouvoir, le dossier du renouvellement de la force Barkhane sur le sol tchadien était sur sa table. On ne sait pas s'il l'a fait ou pas, alors que le président tchadien n'était pas prêt à renouveler la force Barkhane sur le sol tchadien. D'ailleurs, tout démontre à suffit que sur sa table, il y avait un dossier de coopération qui était imminent avec la Fédération de Russie. Or, il a eu la chance aujourd'hui que l'homme qui est au pouvoir du côté du Tchad, le général Al-Fatah, c'est un pro-russe. C'est-à-dire qu'en activant une véritable négociation avec ce pays-là, il est clair qu'il est possible pour lui de soit cantonner les rebelles qui justement utilisent le Soudan comme base arrière pour attaquer le Tchad, ou alors à travers les échanges, la coopération et même la fédération de forces sur le terrain, que les deux armées de ces pays arrivent justement à faire en sorte que le Soudan ne soit plus une base arrière pour ces rebelles qui continuent d'attaquer le Tchad. Puisqu'aujourd'hui, la force justement de ces mouvements politiques qui ont pour relais ces militaires qui sont payés par des puissances étrangères pour commettre ces coups d'État, c'est qu'ils ont des bases arrière pour justement déstabiliser le pays. Ça veut dire que lorsque vous retirez déjà le Soudan, vous avez comme seule base arrière la Libye. Et je dis encore, on ne saurait résoudre le problème libyen sans intégrer la dynamique turque et qatari. Parce que la Turquie est fortement présente en Libye aujourd'hui sur le plan militaire et le Qatar est justement celui-là qui finance les opérations sur le terrain. Et ces deux pays-là, je continue de dire, en leur sein, pensent n'avoir pas été récompensés à leur juste titre pour le schéma machiavélique qu'ils ont fait au Tchad qui a conduit à l'assassinat du maréchal Idriss Déby. Et quand vous mettez à ça les enjeux pétroliers, les enjeux gaziers, les enjeux minéraires, on a parlé tout à l'heure ici de l'uranium, vous comprenez très bien que il y a tellement de puissance qu'il faille satisfaire ou au-delà de cet assentiment populaire sur lequel devrait reposer le pouvoir du jeune président de la transition, il est impératif aujourd'hui d'appeler un second acteur géopolitique qui, ma foi, se verrait être neutre, mais qui aura la force et la puissance nécessaire de nature à intimider toutes ces puissances-là qui veulent faire même bas sur les réserves et sur les richesses du Tchad. Voilà le défi aujourd'hui qui incombe au président de la transition tchadienne. Parce que clairement, les militaires qui ont été activés aujourd'hui, qui ont été attrapés, le coup d'État qui a été déjoué,
ce coup d'État démontre à ceci que nous avons là typiquement un schéma de la CIA. Ce sont les mécanismes américains, ça, ce sont les opérations de clandestinité. La France aujourd'hui manœuvre dans le Tchad beaucoup plus dans le cadre des moyens de pression face à un certain nombre de leaders politiques qui, ma foi, posséderaient des mouvements ou des groupes rebelles qui sont financés, activés, soutenus par la France et possédant le renseignement français avec la présence de la force Barkhane qui aujourd'hui est un véritable caillou dans la chaussure de la transition tchadienne. Voilà où la France tient sa force. C'est-à-dire que ces hommes politiques-là, qui majoritairement sont des Français, qui ont des mouvements rebelles, qui sont contrôlés, dirigés et financés par la France. Et les États-Unis aujourd'hui jouent sur ce qu'ils ont pour habitude de jouer, le soft power, à travers la manipulation, le financement des médias, le financement des mouvements sociaux, des leaders sociaux, des mouvements de la société civile, comme c'est le cas avec Wakitaba, qui est très proche des transformateurs de Succès Masra, qui sont également très proches du président de l'Organisation tchadienne des droits de l'homme, qui démontre à suffit que, et il faut rappeler que c'est ce président de l'Organisation tchadienne des droits de l'homme qui est au cœur de ce complot-là. Donc, quand on voit les relents, les accointances et les manipulations qui sont derrière, on nous a parlé tout à l'heure de la Fondation Ford, pour laquelle je certifie clairement que quand on voit la puissance de cette fondation-là à l'échelle internationale, précisément au Conseil de sécurité de l'ONU, quand on voit aujourd'hui les organisations qui se lèvent comme un seul homme pour réclamer à la libération du président de l'organisation tchadienne des droits de l'homme, quand on voit tout le ramdam qu'il y a derrière, on comprend très bien que nous avons là affaire au mécanisme de la CIA, aux opérations de soft power qui sont parrainées par la CIA. Donc, forcément, lui, en qualité de parrain, justement, du coup d'État, et donc des militaires qui ont été arrêtés, on comprend très bien que ces militaires également étaient à la sorte ou alors auraient été manipulés par les réseaux, justement, de la CIA sur le sol tchadien. Donc, c'est une bataille géopolitique qui oblige aujourd'hui le président tchadien à véritablement revoir ses copies parce que, une chose étant, le contrôle de la classe politique tchadienne, ce n'est pas pour aujourd'hui, on sait très bien aux ordres de qui il fonctionne, et forcément, le salut ne vient pas du président de la transition. Donc, il ne faut pas compter sur eux. La société civile, on sait comment elle est fortement instrumentalisée aujourd'hui. Elle est fortement instrumentalisée aujourd'hui à travers les réseaux qu'on a clairement déroulés ici sur cette émission. Donc, il ne reste qu'une seule option au président tchadien. La première, déjà, c'est d'annuler ou alors de trouver les parades de nature, empêcher les États voisins du Tchad, tels que la Libye et le Soudan, d'être des bases arrière de ces forces rebelles acquis, ou alors à la cause d'un certain nombre d'hommes politiques tchadiens. Donc, ça passe déjà par quoi? Par les accords à travers les puissances qui paraîtraient, ou alors, pardon, qui paraîtraient être les plus dociles, ou alors les plus favorables à la transition tchadienne. J'ai cité ici là le cas du Soudan parce que le général Al-Fatah, je dis encore, c'est un pro-russe affirmé, avéré d'ailleurs. Les schémas ou alors les coups d'État déjoués aujourd'hui du Tchad, il a été victime en son temps dans son pays. Il a su y faire face grâce aux renseignements russes à travers la base militaire russe qui est du côté de Tartous, qui avait été signé en son temps avec le maréchal le président Omar El-Béchi, qui n'attendait que la validation du Parlement soudanais, mais on a habitué de le retirer au pouvoir, de l'évincer par un coup d'État parce que justement on ne voulait pas que ce processus puisse arriver à son terme. Donc c'est un soutien pour lequel le Tchad gagnera à se rapprocher de ce chef d'État pour voir dans quelle mesure le Soudan ne serait plus une base arrière justement pour ces rebelles pour attaquer son pays. Ensuite il va falloir régler la question de la Libye et on ne saurait régler la question de la Libye sans intégrer, j'insiste encore, la Turquie et le Qatar. Si on ajoute à ça les batailles géopolitiques sur le plan terrestre ou alors à l'intérieur du pays qui oppose la France et les États-Unis, le seul acteur géopolitique international assez marquant ou alors assez imprégnant de nature à véritablement rabattre les cartes sur la table, c'est la Fédération de Russie. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il y avait un projet de fédération, un projet de coopération militaire entre le Tchad et la Russie, du temps du maréchal Idriss Déby. Il est impératif aujourd'hui pour le président tchadien de voir comment réactiver ce projet-là de nature à véritablement faire en sorte que cet acteur géopolitique puisse se retrouver dans ce théâtre-là
pour justement essayer de redistribuer les cartes. Ensuite, la présence de la force Barkhane sur le sol tchadien est un problème. La présence de la force Barkhane sur le sol tchadien est un problème. Le Tchad n'aura pas de répit tant que la force Barkhane restera présente sur son sol. Surtout que la présence de la force Barkhane sur le sol tchadien n'est pas seulement un problème pour le Tchad. Aujourd'hui, c'est un problème pour la sous-région Afrique centrale. Quand on voit comment cette force-là agit à travers les opérations clandestines qu'elle mène avec le voisin de la République centrafricaine, et même le fait que les manœuvres qui ont eu à douce, parrainées par l'ambassade de France de nature, a amené le Tchad à entrer en conflit avec la République centrafricaine. Donc, tout ça aujourd'hui mis ensemble amène les autorités tchadiennes ou alors le président de la transition tchadienne à comprendre véritablement que son salut passe premièrement par les accords qu'il arrivera à tisser avec ses voisins de nature à empêcher que ceux-ci justement puissent servir de base arrière pour déstabiliser son pays. Deuxièmement, à faire appel sur son sol, à amener sur son sol un acteur géopolitique de nature à véritablement rabattre les cartes et empêcher à ce que la plupart de ces acteurs voient au Tchad cette aile-là qui va permettre à ce que les moyens de pression seront mis sur les autorités pour qu'un ensemble de contrats gaziers, pétroliers et peut-être minéraux avec l'uranium leur soient accordés. Et enfin, faire en sorte que le départ de la force Barkhane puisse être acté sur le sol tchadien. Et tout ceci ne peut se faire qu'en appuyant son pouvoir sur la légitimité populaire. Il faut communiquer avec le peuple. Il doit s'inspirer de l'exemple malien pour permettre à ce que cette tradition arrive à son terme. Je continue de dire, il n'est peut-être pas l'idéal à ce poste-là, mais je pense qu'il est le moins mal pour son pays, compte tenu des défis et du contexte géopolitique qui est en cours justement du côté de la République tchadienne. Merci Charlie Kenyé. On va donner la parole à nos appelants. Le plus fidèle parmi tant d'autres est déjà au bout du fil depuis une dizaine de minutes. C'est naturellement Jean Sakpono. Jean Sakpono, bonsoir. Bonjour Bachir, bonjour. Bonjour aux techniciens, bonjour à ceux qui écoutent For You Media, bonjour à vos invités, Charlie et puis Jonathan. Vraiment, ils ont fait un développement, les deux ont fait un développement de niveau et que, vous voyez, le problème c'est que l'auditoire tchadien n'est pas à ce niveau. Parce que l'auditoire tchadien est à un niveau, qu'il m'excuse, c'est-à-dire on les a tellement informés de fausses nouvelles, de fausses informations que ils ne comprennent pas comme ça. Mais il est bon que vos invités soient là pour effectivement le dire quand même, et que les esprits éclairés dans ce pays comprennent que c'est un complot contre eux. C'est un complot pas seulement contre eux, mais contre toute l'Afrique comme d'habitude. Ceci se dit il y a longtemps. Donc les Tchadiens doivent comprendre. C'est pourquoi, Bachir, vous vous souvenez, chaque fois quand je veux parler du Tchad, j'interpelle les généraux tchadiens. Ouais, dans le développement de Charlie, et l'autre là, il a cité certains parmi eux qui ont des maisons à Paris. Dans ces conditions, qu'est-ce que vous voulez que ceux-là fassent? Quand ils ne veulent pas pour eux, Paris est leur village. Paris est leur pays. C'est comme ça qu'on met dans leur tête. C'est là. C'est-à-dire, les enfants sont là, ils fréquentent, ils rentrent dans les voitures, mais je vous informe que ces villes-là vont cesser, ces agences-là, ces profils-là, vous n'aurez plus ça comme vous pensez. Alors, tournez-vous vers vos pays, revenez dans vos pays, laissez ces moisissures souffrir. Parce qu'ils se battent sur vous, hein, en vous donnant des miettes, mais rien ne sortira de bon. Vous vous souvenez du cas de Félix Houphouët-Boigny et ses consorts? Où sont les enfants aujourd'hui dans la politique ivoirienne, dans le développement que Félix pensait donner en Côte d'Ivoire? Où sont-ils aujourd'hui? Alors vous, les généraux tchadiens, vous qui êtes encore dans cette maille de manipulation des informations, les supports qui viennent de l'Occident, l'Amérique et puis ses consorts et de la France pour vous, ça ne peut pas produire de bon pour vos peuples, parce qu'un seul arbre ne forme pas la forêt. Restaurer la justice. La justice commence par renvoyer ceux qui interviennent dans la politique tchadienne chez vous, les étrangers, l'Occident qui vous manipule. Écoutez bien les généraux tchadiens et ce soi-disant société civile, droits de l'homme. Voilà encore un champ
de recherche du travail pour les jeunes Africains. On les recrute dans ce truc-là et puis ils sont manipulés. Vous vous souvenez du cas de Joseph Kabila? C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on a fait d'Idriss et de Kaka. C'est ce qu'on veut faire de lui. Au début, vous voyez comment Macron est venu l'installer parce que Macron a tué son père. Macron a tué Idriss Déby. Et ce ne serait pas lui pardonner. La France a déjà trop fait. Nous disons que les armes que la France décime sur le continent africain, ce sont aussi les armes comme le leur. Donc c'est une injustice. Et que la nature va réclamer cette justice-là. Franchement, voilà l'image politique tchadienne, avec le Moussa Faki et les gens à qui on propose des postes, de devenir président. Voilà. Mais est-ce que ça apaise la souffrance du peuple tchadien qui a tant souffert de la guerre entre les ethnies, entre les peuples? Parce que c'est ce que l'Occident fait tout le temps. Oui, Charlie a parlé des compagnies minières. Oui, voilà encore le club des sorciers, des buveurs de sang humain. C'est eux qui vont manger. Mais pourquoi ne pas rester sur le territoire? Et c'est en Afrique qu'ils vont faire ce jeu-là. Pourquoi Bachir? Pourquoi ça va continuer comme ça? Nous sommes des humains. Nous réclamons la paix, la liberté dans nos foyers, dans nos villages, dans nos pays. Pourquoi ça continue comme ça? Manipulation par ici, par là, ce n'est pas juste. Nous voulons un monde où il y aura l'égalité des humains. L'humanité veut être... c'est pas. Nous sommes en guerre. Je vous en prie, que les Tchadiens sachent que s'ils ne renvoient pas la France, s'ils ne renvoient pas les conseillers occidentaux qui sont autour d'eux, ils ne peuvent jamais avoir la paix. Vous évitez, l'autre a dit, que Dieu vous bénisse, mais nous avons la victoire parce que nous aussi, nous sommes des humains créés à l'image du Créateur. Nous aussi, nous avons besoin de la vie et de la justice. Que Dieu bénisse. Merci à vous, Jean Sarpono. Depuis les États-Unis d'Amérique, on reste au téléphone et notre ami personnel Galoseli nous appelle. Bonsoir, Galoseli. Oui, bonsoir, M. Ladan. Bonsoir à vos deux invités, M. Batengue et M. Kenyi. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de For You et bien entendu à notre frère Jean Sarpono. Monsieur Ladan, quand vous voyez la description qu'a faite M. Batengue du Tchad, est-ce que vous croyez que nous parlons d'un État? Et ce n'est pas que le Tchad. Si M. Batengue fait l'historique de tous les pays francophones, là, nous sommes tous dans la même situation. À chaque fois que ces pays-là veulent échapper au contrôle de la France, il y a tous ces désordres que nous voyons là. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit en début d'année que mon vœu, c'était vraiment qu'on applique ce qu'a dit le président Traoré, qui, lors de la fête de l'indépendance du Burkina, a dit que mais il n'y a rien à fêter. Il a fait 5 minutes de discours, là où les gens nous font 4 heures, 5 heures de discours. Il a fait 5 minutes de discours pour dire que nous ne sommes pas indépendants. Et moi, je pense que j'ai vu sur votre site internet où vous avez demandé avec beaucoup de gentillesse aux téléspectateurs de For You de vous aider à formuler, à poser leurs questions, les débats qui peuvent les intéresser. Moi, je dis, il faut que tous les pays francophones programment de décréter leur indépendance. Cette fois-là, la vraie, puisque celle des années 60, là, c'était une fausse indépendance. Donc, la deuxième chose que je souhaiterais proposer par rapport à ce sujet, vraiment, une année n'a que 52 semaines. Or, nous savons que le nerf de la guerre, on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Dans nos zones francophones, le franc CFA c'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce qui nous empêche de faire un débat sur le franc CFA, un débat par semaine? Ça ne sera que 52 débats en une année. Donc moi je pense que nous avons la place pour cela. Pareil pour les bases militaires françaises. On peut faire des débats sur comment faire partie comment faire partie les Français, même volontairement. Vous allez voir que les populations africaines sont extrêmement ingénieuses pour donner des idées à mettre en application pour faire partie de ces bases militaires. On n'a pas besoin de leur faire la guerre, forcément. Moi, j'ai toujours dit sur vos antennes que si on éloigne tous nos enfants, toutes les petites filles et garçons de moins de 10 ans, parce que c'est la seule catégorie sexuelle de ces décraqués
militaires là, si on éloigne nos petits-enfants de moins de 10 ans, ils vont partir. C'est tout ce qu'ils viennent avec des caisses pleines de condoms, de Viagra et tout, pour détruire nos enfants, pour détruire nos familles. Donc je le dis encore une fois de plus, je pense que ces deux sujets-là nous permettront de mettre, je veux dire, d'allumer ce feu-là qui va permettre à la France de détacher ses griffes de nous. Mais sinon, tous les ans, nous aurons ce genre de débat sur notre plateau. Ce pauvre gamin qu'on appelle Kaka Déby, que peut-il faire? Mais il ne peut rien faire. Ici, la seule chance qu'il a, c'est de laisser un débat démocratique s'installer là et garder la partie militaire et laisser les civils gérer les affaires civiles. Sinon, tous les jours, toutes les 2 semaines, on va nous parler de tentative de coup d'État. Voilà ce que je souhaitais dire, monsieur Ladan. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, Gallo-Célie, et merci en tout cas pour vos précieuses analyses qui, nous espérons, porteront leurs fruits d'ici peu. Dernier appelant de la soirée, Abou, depuis l'Angleterre, bonsoir. Bonsoir, mon très cher frère Bachir Ladan. Oui, c'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Je suis tellement content de te revoir à cette dernière édition de la semaine. Merci. Et Bachir, je confirme, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue la Dream Team Espoir. Cette team-là même qui va reprendre la relève après le président Badakani. C'est celle-là même de Jonathan Bataguele, le brillantissime, et Charlie Kenyé, le brillantissime. Je salue tous les techniciens et les appelants. Une fois que j'ai dit cela, en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, Bachir, comme on le dit chez moi en Côte d'Ivoire, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc la France, telle qu'elle mettait pression sur le père hier, avant de l'abattre, c'est la même pression qu'elle veut mettre sur le fils aujourd'hui. Parce que le fils refuse d'exécuter le plan. C'est-à-dire quoi? De servir de base arrière pour qu'on puisse détruire le Centrafrique et en même temps aussi, comme on appelle ça, tuer le président Touadéra. Donc, comme il tarde à exécuter le plan et ils veulent simplement lui rafraîchir la mémoire que eux, ils sont des tueurs, qu'eux, ils ne blaguent pas. Tel qu'on mettait la pression sur son père, et tel que quand son père changeait d'avis, la rébellion en même temps s'arrêtait à la porte de la présidence et disparaissait. Donc nous sommes tous témoins de cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est le même procédé, le même schéma. Rien que pour lui dire que l'épée de Damoclès est là, s'il n'exécute pas le plan, soit c'est la mort, ou bien c'est truc comme on appelle ça l'humiliation, en l'enlevant au pouvoir, le kidnappant, et puis l'amener, compte tenu de ce qui s'est passé à la marche, où on dit qu'il a tué les citoyens tchadiens, c'est de l'amener à la CPI. Donc c'est le même procédé. Donc nous disons aux jeunes Kaka que de toute façon, comme on le dit chez moi en Côte d'Ivoire, Kabouba, on n'a pas peur de couteau. Mais en ce 21e siècle-là, il y a une donnée qui change en Afrique. C'est que la coopération avec la Russie est gage de vie. Elle gage de vie parce qu'elle sauve la vie. La Russie est là pour ce 21e siècle-là pour aider l'Afrique à se libérer du joug français, de cette épée de Damoclès française. Donc, qu'ils sachent que Kabouba n'a pas peur de couteau, résolument, qui s'arrange à s'aligner sur le Centrafrique et le Mali en allant faire une coopération sincère avec la Russie. Il verra que non seulement ça va sauver sa vie, mais ça va sauver la vie du Tchad, et le Tchad va connaître la vraie indépendance, la souveraineté, et le vrai développement va s'en suivre, tel que c'est en train de se produire en Centrafrique et au truc comme on appelle ça même au Mali. Qu'il n'a pas le choix. La France a déjà montré toutes ses limites. Elle ne connaît que tuer, elle ne connaît que menacer, elle ne sait pas discuter avec l'être humain, elle est sans foi ni loi. Donc, il n'y a pas de raison à tergiverser, qu'il s'aligne directement sur la Russie et il verra que des beaux jours, sinon ces jours sont comptés. Je vous remercie. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye from now. Bye bye. Bye bye from now, comme vous le dites, cher Abou d'Angleterre. Jonathan Batengene, en refermant cette édition, la question qui nous vient à l'esprit
est-ce que le Tchad est mal parti? Est-ce que la transition conduite par Mohamed Idriss Déby est mal partie? La transition part avec un sérieux handicap. C'est une prise d'initiative faible, si ce n'est insuffisante au niveau du leadership tchadien. Le président Mahamat semble ne pas impulser des actions fortes qui vont marquer une rupture avec les deux puissances. Et d'ailleurs, ayant perçu cette faiblesse, ces deux puissances sont en train de continuer à jouer cette comédie parce que ces coups d'État, ces tentatives de coups d'État, c'est de la comédie. Chacun essaie de l'adouber, c'est ça? Oui, chacun veut le récupérer totalement dans son giron. Et les États-Unis aujourd'hui ont une grosse avance parce que ils ont un ensemble de personnalités qui se sont rapprochées du président et ils ont accentué cela lors du dernier sommet. Donc ça va beaucoup. Tout ce que vous avez décrit, l'infiltration des sociétés civiles et de certains partis d'opposition, vous l'avez dit tout à l'heure. Avec cette dissuasion, parce que c'est pas de vrais coups d'État. N'allez pas croire que pour déjouer ces coups d'État, c'est seulement la sécurité tchadienne. C'est les mêmes qui organisent, viennent vous dire que c'est en train de se passer et puis bon, on sacrifie quelques personnes. Monsieur Targio va aller en prison, peut-être après 3 ans, ils vont réclamer sa libération, il sera libre. Donc, c'est un jeu, mais c'est un jeu malsain. Et le président du Tchad, nous le répétons encore, tout repose sur lui. Toute faiblesse, c'est lui qui sera accusé. Toute faiblesse, c'est lui qui sera accusé. Personne d'autre ne peut être pris pour responsable. Un général, je le répète toujours, un général n'a pas peur. Il doit prendre des décisions courageuses. Sauf s'il ne se sent pas général. Mais puisqu'il est général, parce qu'il a les épaulettes qui lui confèrent le grade, et puisqu'il a l'expérience de combat, il doit prendre son courage comme sur un front de bataille et se dire que son pays est son théâtre d'opération. Et que ce théâtre d'opération, c'est la politique. C'est différent que d'avoir des armes qui crépitent tous les jours. Mais c'est tout aussi semblable, c'est ressemblant. Donc, il doit prendre simplement son courage et prendre des décisions fortes. Autour de lui, procéder à un nettoyage. Autour de lui, assainir l'espace. Faire venir des personnalités qui vont l'accompagner dans cette nouvelle vision et prendre le risque. On ne peut pas échouer si on n'a pas essayé quelque chose. Si il reste à attendre que la faille se dessine toute seule, elle ne va pas se dessiner. Plutôt, l'influence extérieure va s'agrandir et le Tchad sera encore ce pays qui ne pourra pas décoller sur ses propres moyens. Merci Jonathan Batengene. Un grand merci à Charlie Kenyé depuis la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Merci à tous nos téléspectateurs. Nombreux étaient-ils encore pour suivre cette édition du Point sur l'actualité. Ils savent qu'ils ne vont pas zapper puisque juste après, ils retrouveront donc Begou Demadone pour le grand journal de Foyou. Bonne suite des programmes sur nos antennes.